cette édition exceptionnellement retardée en raison de la retransmission en direct des séances hebdomadaires parlementaires. Voici à présent les titres de l'actualité. À Abidjan, les travaux de construction de la mosquée Mohamed VI avancent. Le projet comporte multiples actions menées par le souverain dans plusieurs pays africains pour l'enracinement de l'islam du juste milieu. Sur place, le ministre délégué chargé de la coopération africaine seront au chantier. La solidarité au menu du mois sacré. Partout, les actions foisonnent pour prêter assistance aux franges défavorisées et aux plus vulnérables. Nous le verrons au Centre de réforme et d'éducation de Aïnsbeh, où la Direction générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion a organisé un tour au profit des pensionnaires. Pause détente et histoire tout près de la vallée de Draa pour parler d'un lieu chargé de mémoire, Ksar Kamnougels, dans la province de Zagora. Une forteresse hospitalière où juifs et musulmans y vivaient harmonieusement avec une activité commerciale des plus prospères. Avant le développement de ces titres, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de Fotaï Benchir, décédé lundi à Rabat à l'âge de 81 ans. Dans ce message, le souverain a mis en avant les qualités humaines du regretté, connu, je cite, pour sa compétence et son abnégation dans les différentes hautes responsabilités qu'il a assumées, ainsi que sa loyauté au glorieux trône alawite et son ferme attachement aux constantes et valeurs sacrées de la Oumma. Fin de citation. En exécution des hautes instructions royales, la garde royale organise au cours du Ramadan et à l'instar des années précédentes la distribution de repas du ftour au profit des familles nécessiteuses dans plusieurs villes du Maroc. Un communiqué de la garde royale précise que cette opération permettra la distribution quotidienne de 5000 repas du ftour au niveau de 13 points, dont 6 à Rabat, 3 à Salé et 4 à Tanger, Tétouan, Marrakech et Nkhillat. Le 14e anniversaire de l'INDH, l'occasion de s'arrêter sur l'esprit et la philosophie d'un chantier royal face à l'exclusion et la précarité. Cette année, le préscolaire est au cœur des célébrations en raison de son importance dans le parcours scolaire. Du coup, les efforts se conjuguent pour sa promotion. Reportage à Madir que cette unité dédiée au préscolaire ont vu le jour grâce à la contribution de l'INDH et la Fondation pour la promotion de l'enseignement préscolaire. Femna Shakela Alawi, Abdelali Gnouni, Monia Marouche. Ils ont entre 3 et 5 ans. Ces enfants donnent libre cours à leur imagination à travers ces activités ludiques que leur propose Hasna, leur éducatrice. Dans cette classe, l'idée n'est pas d'inculquer du savoir, mais d'éveiller plutôt la créativité et les capacités motrices des enfants. C'est une bonne initiative. Notre commune dispose enfin d'une crèche. C'est très important pour l'épanouissement de nos petits bouts de chou. C'est un tremplin vers le primaire. Notre rôle consiste à encadrer le personnel éducatif pour qu'il puisse s'acquitter de sa mission pédagogique. L'enseignement préscolaire constitue le socle à partir duquel toute réforme doit être initiée pour améliorer la performance de l'école marocaine, notamment dans le milieu rural. Dans ce contexte, plusieurs projets ont déjà vu le jour. Cette année, 7 unités de préscolaire ont été mises en place dans la préfecture de Mdir Fnedak. Ce projet est le fruit d'un partenariat entre l'INDH et la Fondation pour la promotion de l'enseignement préscolaire. Dans la région Tanger-Tétouan Al-Hoceïma, quelques 70 unités d'enseignement préscolaire seront mises en place et équipées au cours de cette année. Près de 2600 élèves vont en bénéficier. Retenez à présent cette modification du calendrier des examens si vous êtes candidat à l'examen régional unifié de la première année du bac et l'examen pour les candidats libres. Eh bien, les épreuves se dérouleront les 8 et 10 juin. Elles étaient initialement prévues les 7 et 8, mais ces dates ont été modifiées en raison de la coïncidence de ces examens avec le premier jour de Aïd al-Fitr qui pourrait être célébré le jeudi 6 juin. Dans un communiqué, le département de tutelle appelle tous les candidats à prendre en compte le changement de l'horaire en vigueur actuellement dans le royaume et le retour à l'heure légale qui sera avancé de 60 minutes à 2 h du matin. Ça sera le dimanche 9 juin.
C'est un projet qui conforte les multiples actions menées par Sa Majesté le roi Mohammed VI dans plusieurs pays africains pour l'enracinement des valeurs de l'islam, du juste milieu et de la solidarité. La mosquée Mohammed VI en construction à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Sur place, le ministre délégué chargé de la coopération africaine, Mohsin Jazouli, s'est rendu au chantier du projet de construction de cette mosquée au quartier Trècheville pour s'enquérir de l'avancement des travaux. Un édifice religieux qu'Amir el-Mouminin a bien voulu baptiser de son nom. C'est un sujet de nos envoyés spéciaux à Abidjan, Mohamed Etchger et Yassine Mourafiq. Sur une artère principale de Trècheville, l'une des plus grandes communes d'Abidjan, s'étend le chantier de construction de la mosquée Mohammed VI. C'est en mars 2017 que Sa Majesté le roi Mohammed VI et le président Alassane Ouattara avaient donné le coup d'envoi des travaux de construction de ce qui sera bientôt un imposant édifice religieux au cœur de la métropole d'Abidjan. Le chantier est étalé sur une superficie de 2 hectares. Le projet est constitué d'une grande salle de prière, hommes et femmes, qui peut accueillir jusqu'à 7000 personnes avec des esplanades et la salle qui peut accueillir jusqu'à 12 000 personnes. Le minaret de cette mosquée va atteindre une hauteur de 60 mètres, c'est-à-dire c'est l'équivalent de 17 étages. Les pieux des fondations seront bientôt achevés, on nous dit dans un mois. Ces pieux s'enfoncent profondément sous terre jusqu'à 25 mètres car le terrain est situé juste à proximité de la lagune de Cocody. Les fondations achevées, bientôt la construction va démarrer avec mosquée, bibliothèque, salle de conférence et école coranique. Le site a reçu hier la visite de suivi du projet par le ministre délégué chargé de la coopération africaine. Tant il est vrai qu'avec le chantier de la baie de Cocody, celui de la mosquée Mohammed VI constitue le projet phare des chantiers de coopération lancés sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Parmi les accords conclus, de nombreux projets PPP, des projets de partenariat public-privé, réévalués hier encore dans l'après-midi lors d'une réunion mixte au siège du patronat ivoirien. Les patronats marocains et les patronats ivoiriens qui sont liés par des accords de coopération, qui ont mis en place des groupes d'impulsion et nous avons fait une analyse vraiment très objective de ces groupes et nous avons donc pu dégager des pistes pour améliorer, renforcer encore davantage cette coopération. Nous avons passé en revue les principaux enjeux qui s'offrent à nos pays et qui sont souvent assez similaires. Nous avons aussi passé en revue un certain nombre de projets qui lient nos deux pays et aussi les perspectives de collaboration entre nos deux pays, nos deux économies, nos deux groupes d'entrepreneurs. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui le deuxième client du Maroc. Ce pays de l'Afrique de l'Ouest a drainé pas moins d'une 50aine de grandes entreprises marocaines, liées par des accords de partenariat à quelques 80 entreprises et groupes ivoiriens. À l'international, nouvelle attaque des rebelles Houthis contre l'Arabie Saoudite qui ont revendiqué une attaque de drone sur un dépôt d'armes à l'aéroport de Najran, une ville frontière en Arabie Saoudite. Selon le porte-parole de la coalition arabe, une installation civile importante a été ciblée par un drone transportant des explosifs. Brexit, Theresa May ouvre la voie à un second référendum sur cet acte de divorce et sur le maintien temporaire dans une union douanière. Cette disposition sera incluse dans un nouvel accord que May compte soumettre au vote des députés dans la semaine du 3 juin. Pour la chef du gouvernement britannique, c'est sa dernière chance de trouver un moyen de respecter la volonté exprimée par les citoyens lors du référendum de juin 2016. La crise États-Unis-Chine s'enfonce au sujet du géant des télécoms Huawei, cible d'une série de pressions, considérée comme la victime collatérale de la guerre commerciale entre les deux puissances. Pas plus tard qu'hier, 2 grands opérateurs de télécommunications japonais ont annoncé le report du lancement de nouveaux smartphones de marque Huawei à la suite de la décision de Washington de placer le géant chinois sur liste noire. Même geste du côté de la Grande-Bretagne. Cependant, la firme chinoise déclare pouvoir se passer des composants fournis par les entreprises américaines et compte se tourner vers d'autres fournisseurs asiatiques.
À la une également, la saison des ouragans aux États-Unis, le Kansas et l'Oklahoma ravagés par des tornades. Un phénomène aussi spectaculaire qu'effrayant. Dans l'Oklahoma, par exemple, 2 tornades se sont succédées. Depuis février, le pays est entré dans la saison des ouragans. Ces déluges ont déjà fait 23 victimes et sont en train de se déplacer vers le Texas. Page cinéma à présent, l'inimitable réalisateur américain Quentin Tarantino est de retour sur la croisette à l'occasion du 72e Festival de Cannes. Tarantino est venu chercher une seconde palme d'or à 25 ans après la première en 1994 avec son nouvel opus Once Upon a Time in Hollywood. Une histoire mémorable qui réunit une belle brochette de stars. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et la sublime Margot Robbie. Le film se déroule en plein mouvement hippie, une trame qui se souvient de l'histoire du cinéma. La solidarité, toujours au menu du mois sacré. Partout, les actions foisonnent pour prêter assistance aux franges défavorisées et aux plus vulnérables. Nous verrons cette fois-ci au Centre de réforme et d'éducation de Ain Sebaa, où la Direction générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion a organisé un ftour au profit des pensionnaires et leurs familles. Sarah Katir. C'est un ftour au profit des pensionnaires du Centre de réforme et d'éducation de Ain Sebaa et leurs familles. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des activités sociales ayant pour but la promotion des valeurs de solidarité et d'entraide durant ce mois sacré. Ce genre d'initiative renforce le sens d'appartenance chez les pensionnaires et les pousse à aller de l'avant dans la construction de soi, chose qui leur sera indispensable à la sortie du centre. Cette initiative a permis aux pensionnaires mineurs de rompre le jeûne avec leur famille. Durant ce ftour, les larmes se sont mêlées aux sourires, ce qui illustre l'ambiance ramadanesque qui a submergé le centre. Pouvoir rompre le jeûne avec nos familles nous remplit vraiment de joie. Cette initiative est louable et nous a permis de partager le ftour avec nos familles en ce mois sacré. L'opération vise à redonner espoir aux pensionnaires de ce centre et de maintenir le contact entre eux et le monde extérieur afin de faciliter leur réinsertion sociale. De la solidarité et du bon temps passé en famille. Ramadan, c'est aussi de bonnes balades après la rupture du jeûne, un plaisir que l'on s'offre jusque tard dans la nuit. Et quoi de mieux que la nature pour égayer ces nuits ramadanesques? Nous prenons la direction de Bni Mellal et ces paysages édéniques que recèle la source d'Aïn Serdoun, un écrin de verdure et de fraîcheur. Retour à Sarah Katir. Aïn Serdoun, source hydrique à Bni Mellal, représente un refuge pour les habitants de la ville après une journée de jeûne. Classé patrimoine national, Aïn Serdoun est marqué par la diversité de ses paysages, mais aussi par sa fraîcheur en ces nuits ramadanesques chaudes. Après une journée de jeûne, il est important pour nous de changer de cadre et d'ambiance et Aïn Serdoun reste la destination phare pour nous. Avec l'eau et les cascades, on a l'impression que la région est climatisée. Ici, tout n'est que sérénité et quiétude. Cascades, verdure et cours d'eau attirent les Mellali, mais aussi les habitants d'autres régions. Moi, je suis un ressortissant marocain à l'étranger et passer Ramadan au pays est synonyme pour moi de ces soirées nocturnes à Aïn Serdoun. Pendant ces promenades nocturnes et veillées ramadanesques, les gens passent des heures au bord des Sagia pour se rafraîchir et se ressourcer en attendant l'heure du Shour. Pause détente et histoire tout près de la vallée de Draa pour parler d'un lieu chargé de mémoire, Ksar Temnougelt, dans la province de Zagora. À elle seule, la forteresse est un village accueillant. Juifs et musulmans y vivaient harmonieusement, une population qui s'adonnait à une activité commerciale des plus prospères. C'est un reportage de Abdel Ayed, Mohamed Wahibi, avec un commentaire de Mounia Marouche.
imposante et majestueuse, elle domine le paysage. Cette forteresse du XVIe siècle, résistant bien que mal à l'usure du temps, et se dresse face à l'oasis de Mzgueta dans la commune Agdez. Un village jadis prospère, au croisement de plusieurs routes médiévales, peuplé de marchands et artisans juifs et musulmans. Qsar Tamnougelt était construit sous le règne des Alaouites. Il était généralement habité par des familles aisées. Musulmans et juifs avaient vécu côte à côte pendant des siècles et avaient entretenu des relations commerciales dans toute la vallée de Raa. Témoin d'un certain art esthétique et d'un savoir-faire ancestral, ces demeures en pisé évoquent surtout l'ingéniosité des anciens en termes de construction et de décoration. Cette citadelle cernée de remparts comprenait 4 portes qui donnaient accès à l'intérieur où se trouvaient des habitations, une kasbah et même un marabout. Cette architecture était construite en pisé, mélange de terre et de paille, pour se protéger contre le froid et la chaleur. Menacé par les intempéries, le Qsar Tamnougelt risque de dépérir, voire de disparaître du paysage de Draa, si rien n'est entrepris pour réhabiliter ce précieux patrimoine. Et c'était le clap de fin de cette édition. L'information se poursuit sur Al-Oula en espagnol avec Nisrine Benranen. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Bel après-midi à tous.